Bonjour et bienvenue à tous pour ces nouveaux éphémérides du mois de février 2022. Alors bienvenue à Pascal et à Mathieu, nos deux astronomes amateurs du 49. Alors qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et donc à partir de ce mois-ci, on va essayer d'enregistrer nos éphémérides un peu plus tôt pour qu'ils sortent plus tôt et que vous puissiez ainsi avoir les informations en avance. Et donc nous allons légèrement remodifier aussi nos éphémérides. Donc pour ce qui est de l'actu astro en bref, comme vous pourrez le voir ce mois-ci, donc ce ne sera plus un sujet précis d'actualité, mais plusieurs sujets qui permettront de résumer ce qu'il y a eu le mois passé ou l'année passée. Et donc pour les éphémérides aussi, vous verrez donc de nouvelles choses. Alors, pour ce qui est des éphémérides, eh bien, nous allons commencer par les spectacles célestes à observer ce mois-ci. Et donc, nous commençons par le 1er février, c'est la comète 19P Borrelly. Est-ce qu'elle va succéder à Léonard? Parce que on est en droit de se le demander, puisque le premier, c'est le moment où elle va passer au plus près du Soleil. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut donner donc quelques informations générales sur cette comète? Oui, alors tu parlais du Périhélie. La comète 19P Borrelly, en fait, elle va passer assez proche du Soleil, à 1,306 UA précisément. Donc c'est un petit peu plus éloigné que la Terre du Soleil. Cela dit, c'est quand même assez proche pour que la comète, finalement, une comète, c'est un noyau de glace et de roche, se vaporise à l'approche du Soleil et de sa chaleur, évidemment. Alors, va-t-elle être très active? Va-t-elle connaître une explosion de matière qui va faire augmenter sa luminosité? C'est toujours très difficile de savoir en ce qui concerne les comètes. C'est des objets très volatiles qui sont particulièrement difficiles à prévoir. Cela dit, bon, les prévisions actuelles sont plutôt très modérées sur le sujet, puisqu'on parle d'une magnitude de plus 7,9 qui est attendue donc ce 1er février. Elle en est en train de prendre le chemin, puisqu'elle a actuellement une magnitude qui est aux environs de 9. Alors, elle a une période qui est d'environ 6,8 ans. C'est le moment, donc, c'est le temps qu'elle parcourt autour du Soleil pour boucler une orbite. Et c'est une comète qui a été découverte, c'est pas tout récent en fait, puisque ça date du 28 décembre 1904. C'est par l'astronome et le chasseur de comètes Alphonse Borrelly qu'il l'a découverte donc à Marseille. Et cette comète, eh bien, elle est dite périodique, c'est-à-dire qu'elle revient régulièrement auprès du Soleil et donc auprès de la Terre. C'est une comète qui a un noyau relativement petit, 8 km de longueur sur 4 km en termes de dimension. Et le 21 septembre 2001, eh bien, une mission de démonstration technologique que vous avez peut-être entendu parler, Deep Space 1, en anglais Deep Space 1, eh bien, s'est approchée à 3400 km du noyau cométaire. Alors si la mission globale eut un bilan plutôt mitigé, eh bien, cette approche réussit quand même, permis à la sonde d'envoyer sur Terre les images les mieux résolues jamais vues d'une comète pour l'époque. Donc c'était quand même un exploit technologique important. Voilà, d'accord. Donc maintenant qu'on en connaît un peu plus sur cette comète, eh bien, comment est-ce qu'on peut l'observer? Voilà, alors elle est actuellement, donc, en ce mois de janvier, dans la constellation de la Baleine. Elle est en train d'évoluer doucement, de sortir de cette constellation pour rentrer donc dans la constellation des Poissons. Tout ça, c'est dans la région de la planète Uranus. Alors référez-vous bien évidemment à des cartes du ciel pour savoir précisément où se situe votre cible, parce qu'une comète, surtout quand elle s'approche de la Terre et du Soleil, a tendance à bouger très vite sur le fond du ciel. Donc on ne peut pas vous donner date par date précisément la position et la localisation de cette comète dans le ciel. Mais en tous les cas, voilà, sachez qu'à partir du 30 janvier 2021, donc elle
quitte la constellation de la Baleine pour entrer dans les Poissons, et ce pour le reste du mois de février. Alors sa meilleure période d'observation sera donc le soir, pas trop tard, pour bénéficier d'une élévation optimale par rapport à l'horizon. La fenêtre de tir idéale se situe entre 19 h et 21 h. Donc c'est à tenter le plus tôt possible, sans attendre, dès le dernier quartier de lune passé, qui se produira donc aux alentours du 25 janvier. Car ensuite, une fois le périhélie du 1er février passé, eh bien la Lune rattrape vite la comète, et le 5 janvier, eh bien, elle sera déjà trop tard pour l'observer dans de bonnes conditions. D'accord, oui, donc faudrait être... Il n'y a pas beaucoup de jours pour pouvoir l'observer au mois de février, donc. Le 10 février, donc, ne manquez pas l'éblouissante étoile du Berger dans les premières lueurs de l'aube. Donc, c'est effectivement le jour où Vénus présente sa luminosité maximale. Alors, je crois qu'elle atteint une magnitude de moins 4,65. Donc, Vénus ne devrait pas être trop difficile à observer dans le ciel. Pas du tout. À titre de comparaison, c'est 20 fois plus lumineux que l'étoile Sirius. Je rappelle que l'étoile Sirius, c'est l'étoile, vraiment une étoile, qui est la plus brillante étoile du ciel nocturne. Vénus, on ne peut plus vraiment la considérer comme une étoile, étant donné que c'est une planète, mais on peut facilement la confondre avec une étoile, puisque ce n'est qu'un point lumineux infime sur le fond du ciel. Cela dit, effectivement, c'est très 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 brillant. Alors, c'est bien évidemment moins brillant que le Soleil, moins brillant également que la Lune, mais sans compter les étoiles et sans compter les planètes, eh bien, c'est le troisième objet le plus brillant du ciel, après le Soleil et la Lune. Oui. Alors, au niveau de sa taille angulaire, donc ce jour-là, le 10 février, eh bien, on va voir un diamètre apparent de 43 secondes d'arc. Ça correspond à quoi ? Eh bien, pour ceux qui sont habitués concrètement aux observations planétaires, 43 secondes d'arc, c'est l'équivalent du diamètre apparent de Jupiter lors de sa période d'opposition environ. Donc voilà, donc ça fait partie de toute façon, Vénus, des planètes qui présentent le disque planétaire le plus important sur le fond du ciel. Et puis, la phase de Vénus, elle, sera de 24%. Donc, à peu près un quart du disque de Vénus sera illuminé, et donc les trois quarts seront du côté nocturne en fait, de la planète, et donc on ne pourra pas le voir. Et c'est le meilleur moment pour l'observer, parce qu'en fait, elle commence à avoir une élongation assez importante par rapport au Soleil, donc on peut l'observer assez longtemps le matin. Et puis, bon, elle a une phase en croissant, c'est toujours intéressant de la voir en croissant, Vénus. Ça nous permet de s'imaginer une mini-lune, finalement, sur le fond du ciel. Et puis, également, eh bien, c'est l'un des meilleurs moments, puisque c'est un des moments où elle est finalement le plus proche de nous, après le passage de la conjonction inférieure, dont nous avions parlé le mois dernier, d'ailleurs. Alors, concrètement, comment observer Vénus ? Eh bien, Vénus sera visible à partir de 6 h, 6 h 30 du matin en direction du sud-est. Alors, elle caracolera au-dessus de la constellation du Sagittaire et de la planète rouge Mars, qu'elle croisera d'ailleurs au plus près une fois la mi-février passée. D'accord. Alors, on sait aussi que la surface de Vénus est plutôt lisse. Alors, qu'est-ce que ça donne l'observation au télescope ? Oui, alors en observation visuelle, voir des contrastes dans l'atmosphère nuageuse et brillante de Vénus, c'est plutôt rare. Ça arrive quand même, malgré tout, mais pour mettre toutes les chances de son côté, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des filtres. Les filtres idéaux pour l'observation de Vénus, c'est les filtres bleus, si vous avez un instrument modeste, de type lunettes astronomiques ou petit télescope. Et si vous avez un instrument avec une ouverture plus large, dans ce cas-là, n'hésitez pas même à utiliser un filtre violet. Alors le désavantage du filtre violet, c'est que ça réduit drastiquement la luminosité à l'entrée. Par contre, effectivement, ça rehausse encore plus le contraste et c'est d'autant plus efficace dans l'atmosphère de Vénus. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez voir à chaque fois des contrastes dans l'atmosphère de Vénus. Moi, personnellement, j'ai déjà utilisé des filtres bleus, même des filtres violets, avec des télescopes de 150 à 200 mm d'ouverture. Malheureusement, j'ai jamais vraiment réussi à voir quelque chose de concret. Donc voilà, l'observation est quand même très difficile à faire. C'est possible dans certaines configurations. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être patient.
d'utiliser ce type de filtre et puis aussi de vérifier la qualité de votre ciel. Il faut vraiment que le ciel soit bien transparent et que la planète Vénus soit aussi extirpée le plus haut possible dans le ciel, donc vraiment qu'elle s'extirpe des couches turbulentes qu'on trouve auprès de l'horizon bien souvent dans le ciel. Plus l'astre va être haut, moins il va être sujet aux turbulences et moins sa lumière va avoir à traverser d'atmosphère. Et donc, on va avoir normalement le meilleur contraste possible. Voilà, donc ce que je pouvais dire là-dessus, en observation visuelle. Voilà donc pour ce qui est de Vénus. Alors le 17, c'est une nouvelle occasion d'apercevoir la timide Mercure pointer le bout de son nez, puisque c'est l'élongation ouest maximale et elle sera de 26 degrés. Alors d'ailleurs, c'est peut-être la planète qui est la plus difficile à observer. Alors effectivement, hein, les périodes d'élongation maximale sont toujours des moments les plus intéressants en fait, pour observer les planètes. Alors pour Mercure, on rappelle que c'est un angle qui se situe entre 18 et 28 degrés. Hein, donc son élongation maximum. Hein. Alors on résume, qu'est-ce que c'est qu'en fait une élongation? Eh bien, en fait, c'est l'angle qui est formé par le Soleil, qui est un petit peu donc la base d'un triangle, hein, voilà. De l'angle, la Terre qui est toujours le lieu d'observation, et puis ensuite de la planète, hein, ou de l'objet que l'on va observer. En l'occurrence, là, donc c'est Mercure. Alors, elle sera donc à son maximum ouest le 16 février à 21h06. Mais nous ne la verrons pas puisqu'elle sera en fait sous l'horizon. Il faudra attendre le lendemain matin, donc dès l'aube, le 17, à partir de 7 heures, hein, quelques minutes peut-être un petit peu avant. Il suffira de regarder la direction est-sud-est et en fait elle sera visible bien jusqu'à l'apparition des premiers rayons du soleil. Hein, donc on va voir quand même... une bonne fenêtre, heure, je pense. Oui, la fenêtre de tir que je vous conseille, alors elle est assez courte justement parce que il faut jongler entre le moment où la Mercure se lève sur l'horizon, donc elle se lève dans les environs de 7 heures hein, à la mi-février. Le problème, c'est que bon, le moment où elle se lève, elle est au ras de l'horizon, c'est vraiment si vous tentez cette observation, alors déjà il faut un horizon très dégagé, tout à fait. Et quand bien même vous tenteriez l'observation, ce serait de la bouillie à l'oculaire. Donc il faut attendre quand même que la planète s'élève légèrement au-dessus de l'horizon. C'est toujours le problème avec ces planètes intérieures à l'orbite terrestre, parce qu'elles ne se lèvent pas assez haut sur l'horizon avant que le Soleil, lui, se lève. Donc la fenêtre de tir que je vous conseille, c'est plutôt entre 7h30 et 8h, un peu avant, évidemment, le lever du Soleil, pour éviter justement que l'apparition du Soleil n'entrave vos observations et même ne rende dangereuses vos observations. Tout à fait. Et puis en même temps, il faut jongler avec cette hauteur et cette luminosité qui augmente, mais qui fait aussi que Mercure risque de se retrouver noyé. Voilà, et puis on pourra la voir en fait vraiment le 17, parce qu'à partir du 18, alors, les conditions vont se dégrader en fait, de plus en plus vite. Par contre, le 17, c'est l'élongation, mais on peut l'observer bien avant. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Toute la première quinzaine du mois, vous pourrez l'observer, il n'y a pas de souci. Voilà, ça se présente à peu près de la même façon. Elle va atteindre son élongation le 17, mais elle sera visible à partir quasiment dès les premiers jours de février. C'est ça. Avec une magnitude de pratiquement 0. Oui. Donc très facile à observer. Enfin. C'est ça. Donc il y a événement à ne pas manquer. Exactement. Ça. À l'œil nu, déjà, hein, facilement. Voilà. Alors oui, à l'œil nu, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc je vous conseille, pour ceux qui n'ont jamais observé Mercure, d'utiliser une paire de jumelles. C'est plus simple. Alors vous couvrirez une portion de champ un petit peu moins large, donc vous verrez déjà un petit peu plus gros, et puis surtout vous verrez un petit peu plus lumineux, parce que Mercure, dans le ciel de l'aube, même avec sa magnitude 0, alors magnitude 0, en pleine nuit, il n'y a pas de souci, vous voyez très bien. Oui, c'est ça. Par contre, à l'aube ou au crépuscule, dans les lumières encore naissantes ou
en disparition des rayons du Soleil, c'est un petit peu compliqué quand même. Voilà, il faut vraiment... Vénus, d'accord, il n'y a pas de souci avec sa magnitude de -4, Mercure, c'est un petit peu plus chaud. Et au télescope? C'est le mieux, en fait. Hein. Au télescope, là, c'est vraiment le mieux. On n'a pas parlé de la direction dans laquelle on va observer Mercure. Tu l'avais peut-être noté, oui. Pascal. Est, direction sud-est. Voilà, sud-est environ. Hein. Donc c'est à chercher dès la fin de nuit, dès le début du mois, sur la première quinzaine du mois. Donc au télescope, en fait, l'intérêt principal de son observation, eh bien, c'est de suivre l'évolution de sa phase croissante. Alors, tout au long de la première quinzaine du mois, c'est là où ça va être le plus intéressant. Parce qu'en fait, les premiers jours du mois de février, eh bien, son croissant illuminé sera plutôt fin et grand à l'oculaire. Et ensuite, eh bien, les jours passant, le croissant s'épaissit tout en diminuant en taille apparente jusqu'à devenir un quartier, c'est-à-dire une moitié de disque, à la mi-février. Et ensuite, eh bien, Mercure entame un nouveau rapprochement avec le Soleil. Et si vous parvenez encore à l'observer un peu, eh bien, vous constaterez qu'elle devient de plus en plus gibbeuse. Et la pleine Mercure, pour reprendre la comparaison avec les phases de la Lune, la pleine Mercure, eh bien, correspond avec sa conjonction supérieure avec le Soleil, qui, elle, malheureusement, n'est pas observable. Donc, au télescope, c'est là le mieux, mais vous allez avoir un petit peu de mal à la trouver si vous êtes en mode manuel, hein, si vous n'avez pas de motorisation. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une motorisation GoTo. C'est plus simple, comme ça, vous tombez directement sur Mercure, sous la condition eh bien, que vous ayez fait une bonne mise en station, bien évidemment. Et puis, sans quoi vous pourriez tomber à côté. Toujours pareil, un bon horizon, parce que là, voilà. Il va falloir et ne surtout pas attendre rapidement. Lors du pointage de Mercure, ne jamais attendre que le Soleil soit levé. Sans quoi, là, vous prenez de gros risques. Tout à fait. Ouais. Même si les rayons du Soleil vont être un petit peu plus... sur le côté est. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, ne prenez pas le risque. Et même une fois Mercure trouvé à l'oculaire, ne naviguez pas trop à droite, à gauche. Restez vraiment bien calé sur Mercure. Vérifiez de temps en temps, régulièrement même, hein, pas seulement de temps en temps, régulièrement que Mercure est bien visible à l'oculaire. Et puis profitez-en jusqu'à ce que les lumières du jour soient vraiment trop importantes et que le contraste soit noyé et que l'observation devienne moins intéressante. Voilà. Alors pourquoi observer au moins une fois Mercure? Eh bien parce que c'est vrai que grimper la température. Oui, c'est vrai. Puis Mercure, c'est une planète qu'on ne peut pas observer souvent non plus. La fenêtre de tir est assez courte. Souvent, c'est quelques semaines tous les 2-3 mois et encore, à condition d'avoir des élongations favorables, parce que souvent son inclinaison orbitale n'est pas très favorable, et du coup, en fait, elle se lève ou elle se couche à peu près en même temps que le Soleil. Donc, quand elle arrive à s'extirper, en fait, de façon très nette par rapport au Soleil, bah, c'est quand même assez rare. Ça arrive à peu près 2 fois par an. D'ailleurs, j'ai noté que le 17, ce sera l'une des 2 élongations de Mercure les plus favorables de l'année. Donc, voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut observer Mercure au moins une fois? Parce que bon, c'est symbolique, hein. Il n'y a pas grand-chose à voir sur Mercure, c'est un peu comme sur Vénus. Il faut utiliser des filtres. Alors là, autant Vénus, vous allez vers la longueur d'onde bleue, violet du spectre visible, autant Mercure, va falloir aller vers des filtres plutôt orangés, rouges, pour avoir un peu de contraste. Mais après, si vous voulez voir vraiment des détails de surface, il va vous falloir un gros télescope et observer en pleine journée. Les risques sont accrus par rapport au Soleil, bien évidemment. Mais voilà, faites-le. C'est la planète la plus difficile à voir du système solaire, mais elle en vaut quand même la peine au moins une fois dans sa vie. Oui, c'est ça. Voilà. À noter qu'il y a des astronomes de renommée internationale hein, dans l'histoire de l'astronomie qui n'ont jamais vu Mercure. Par exemple par exemple, alors je crois que c'était le cas de Copernic. C'est à vérifier, hein, mais je crois que c'était le cas de Copernic. On va demander. Et pourtant, il avait essayé. Mais il n'a jamais réussi. Il n'a jamais réussi. Donc mettez en commentaire hein, si vous avez des informations sur Copernic et Mercure. C'est ça exactement. Donc voilà pour ce qui est des événements du mois de février. Alors maintenant nous allons passer à l'activité du Soleil. Alors à partir de ce mois-ci nous changeons un peu le format. Donc nous allons résumer l'activité du Soleil par une photo.
Et donc, eh bien, Mathieu, que peux-tu nous dire là-dessus? Alors c'est une photo très spéciale pour moi puisque c'est la première que je prends dans cette longueur d'onde. J'avais l'habitude jusque-là, depuis 6 ans, de photographier le soleil, de l'imager en lumière blanche, à la rigueur avec des filtres colorés, voilà, ce qui vont du rouge jusqu'au violet. On peut avoir quelques petits détails intéressants avec des filtres colorés. C'est le calcium? Alors j'y viens, effectivement. Mais l'observation du soleil ne tient pas seulement à la lumière blanche. La lumière blanche, c'est intéressant parce qu'on peut voir... Alors, déjà, on peut photographier en lumière blanche et on peut surtout observer visuellement en lumière blanche. Alors, qu'est-ce qu'on voit en lumière blanche? Eh bien, on voit avant tout les taches solaires, l'ombre, les pénombres des taches solaires, et puis la granulation de surface. Donc, tous ces cellules de convection qui sont autant de bouillonnement de la surface du soleil. Et puis, allez, dans les meilleures conditions, on peut arriver à voir quelques plages faculaires très discrètes le plus souvent, mais uniquement sur le limbe du soleil, donc sur les bords du soleil, mais jamais au centre, parce que ce n'est pas assez contrasté en fait. Mais vous avez vous avez même bien d'autres possibilités d'observer le soleil et de voir des choses encore plus magnifiques sur le soleil. La plupart du temps, quand on parle soleil et observation solaire, on pense aux protubérances, les éruptions, tous les jets de matière qui s'extirpent de la surface du soleil, qui sont magnifiques à voir parce que c'est extrêmement complexe, c'est prodigieux, c'est énorme. Et on pense aux éclipses également. Eh ben, lors des éclipses, on peut voir justement ce genre de choses en direct, sans avoir besoin de filtre quelconque. Mais alors ça dure que quelques minutes, c'est vraiment le moment où la Lune couvre entièrement le disque solaire. Mais vous avez d'autres moyens de le faire. Alors c'est beaucoup plus onéreux, mais au moins eh bien, vous n'avez pas on va dire de plage horaire prédéfinie pour pouvoir observer. Vous pouvez observer quand vous voulez. Ce sont les filtres que tu nous as emmenés là. Voilà, alors j'y viens. Donc vous avez deux moyens d'observer. Donc le H-alpha. Oui. Alors la lumière blanche, je précise, vous observez la photosphère du soleil, c'est-à-dire ce qu'on considère communément comme la surface même du soleil. Donc l'atmosphère la plus basse du soleil, l'atmosphère inférieure. Vous avez ensuite le domaine du H-alpha, où là on peut voir, comme je le mentionnais tout à l'heure, les protubérances, les éruptions, des filaments et des plages chromosphériques. Et là, donc, cette raie de l'H-alpha, en fait, c'est une longueur d'onde qui se situe dans la longueur d'onde rouge du spectre visible, même on n'est pas très très loin de l'infrarouge à ce niveau-là. Et en fait, vous avez, alors là, c'est plus la photosphère qu'on voit, c'est la chromosphère du Soleil. Donc, la couche atmosphérique du Soleil qui est juste au-dessus de la photosphère. Donc, vous remarquez qu'on monte un petit peu en altitude. Et vous avez un deuxième moyen d'observer le Soleil, c'est le calcium. Enfin. Voilà, on y vient. Et c'est là où, et c'est en fait cette image que je vais vous montrer. Alors, le calcium, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, vous avez deux bandes spectrales importantes. Deux raies d'absorption indépendantes. La raie des 393 nanomètres qui correspond au calcium K et la raie des 396 nanomètres qui correspond donc au calcium H. Alors, le calcium, pour précision par rapport au H-alpha, donc c'est complètement à l'opposé dans le spectre lumineux visible du Soleil. On est bien enfoncé dans le domaine du violet, on est presque même aux portes de l'ultraviolet. Ouais. Par contre, on observe à peu près la même chose que le H-alpha, c'est-à-dire la chromosphère du Soleil. Alors un petit peu plus bas, on est entre la photosphère et la chromosphère, donc entre la lumière blanche et le H-alpha. Alors là, on voit des choses différentes. Les protubérances, ça devient compliqué au calcium, les éruptions aussi. Par contre, là, les plages faculaires, ce que je mentionnais tout à l'heure en lumière blanche, on les voit pas simplement sur le limbe solaire, mais aussi sur toute la surface du Soleil, en fait. Et c'est ça qui est magique, puisqu'en fait, ces plages faculaires correspondent aux éruptions, aux bases des éruptions solaires. Alors, ces raies d'absorption du calcium K, du calcium H sont assez restreintes, couplées au fait que c'est presque au port de l'ultraviolet, on ne peut pas utiliser ça, on ne peut pas utiliser ces filtres-là en visible, c'est uniquement en photo, je le précise,
bien. Bien sûr. Et puis la bande passante étant très restreinte, vous avez très peu de lumière qui rentre. Et donc ces filtres-là sont très chers, très onéreux. La plupart du temps, ça dépasse 1000 €. Mais vous avez ce que j'appelle moi le calcium du pauvre. En fait, c'est ceci, c'est le filtre K-Line, qui est, on va dire, un début de calcium qui couvre en fait la plage entre le calcium K et le calcium H. Donc la plage est un peu plus étendue. Là, vous avez une bande passante de 10 nanomètres à comparer avec un demi-nanomètre pour les plages du calcium K et du calcium H. Alors, vous avez moins de contraste que dans le vrai calcium, mais par contre, c'est extraordinaire. Alors, c'est utilisable uniquement en photo, avec une feuille astrosolare de densité 3,8. À noter qu'en visuel, c'est une feuille astrosolare de densité 5. Un 100 millième de la lumière du soleil est filtrée avec le filtre visuel, alors qu'avec le filtre photo, c'est 5% de la lumière du soleil qui passe. Ne vous amusez jamais à observer le soleil avec ce type de filtre. Et puis, étant donné que c'est un filtre qui laisse passer les ultraviolets, ben, vous le savez déjà, les ultraviolets sont très mauvais pour l'œil. Donc je vous déconseille d'observer. Donc c'est une photo que j'ai prise ce mercredi 12 janvier et qui montre donc du contraste dans les taches solaires, mais aussi les plages faculaires. On commence à distinguer quelques plages faculaires très intéressantes. On a encore un pied dans la photosphère, mais c'est amusant de se dire qu'on commence à rentrer un petit peu dans le domaine de la photosphère. Tout ça avec un filtre. Voilà. Alors, ça pauvre. coûte actuellement environ 300 € sur le marché, hein, donc c'est nettement moins cher qu'un vrai filtre calcium. Bah, ça reste bon, plus la cher bande quand passante même, hein. est aussi beaucoup plus large, donc le contraste un petit peu moins important. Mais vous avez aussi un autre filtre que j'en peux en faire la promotion, hein, c'est le Continuum. Alors là, vous observez donc en plein milieu du spectre visible. Donc là, c'est un filtre qui est à la fois visuel et à la fois utilisable en photographie. Donc il peut faire l'affaire. Vous avez aussi déjà un peu de contraste. Par contre, les plages faculaires sont un petit peu moins visibles en Continuum. Voilà, vous vous rapprochez là de ce qu'on observe en lumière blanche avec le Continuum, avec un petit boost au niveau du contraste. Voilà, ça coûte 80 € sur le marché. D'accord. Donc accessible. D'accord, je regarde juste comment il est par rapport. Ah oui, d'accord. C'est un miroir. Voilà. Alors ce sont des filtres interférentiels, je précise. Hein, ce sont des filtres interférentiels. Donc c'est pas du tout la même chose que des filtres colorés en fait. Hein. C'est une autre façon de procéder. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos de l'activité du Soleil donc du mois de janvier. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à la visibilité donc, des corps principaux du système solaire, planètes et astéroïdes. Alors, pour ce qui est de Mercure, elle sera donc difficilement visible à l'aube durant ce mois de février. Pour ce qui est de Vénus, on pourra la voir en toute fin de nuit. Mars, elle sera observable en toute fin de nuit aussi. La planète naine Cérès, observable en première partie de nuit. L'astéroïde, donc Pallas, sera observable en début de nuit au début du mois et sera difficilement observable en tout début de soirée, donc peu, à la fin du mois. Pour ce qui est de Junon, cet autre astéroïde, donc il sera observable à l'aube. Pour ce qui est de Vesta, elle sera observable à l'aube au début du mois et observable en toute fin de nuit à la fin du mois. Pour ce qui est de la planète Jupiter, on pourra l'observer en tout début de soirée au début du mois, mais à partir de la mi-février, elle deviendra inobservable. Saturne sera malheureusement inobservable tout ce mois de février. Uranus, on pourra l'observer en première partie de nuit, donc tout le mois. Neptune sera observable en tout début de soirée au début du mois et à la fin du mois, on ne pourra plus l'observer. Et enfin, Pluton donc, sera inobservable au début du mois et à la fin du mois, on pourra l'observer seulement en toute fin de nuit. Et j'allais oublier la Lune. Donc pour ce qui est de la Lune, le 1er février à 5h46, c'est la nouvelle Lune. Le 8 à 13h50, c'est le premier quartier de la Lune qui sera visible.
Le 11 à 2h39, la lune est à l'apogée. Le 16 à 16h57, c'est la pleine lune. Le 23 à 22h32, c'est le dernier quartier de la lune qui sera visible. Et enfin, le 26 à 22h18, la lune est au périgée. Alors, voilà que se terminent les éphémérides de ce mois de février 2022. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces j'aime et à partager aussi la chaîne à tous vos amis et vos connaissances. On vous souhaite en tout cas un bon ciel à tous et à toutes.